déjà bienvenue à tout le monde. Je suis super surpris et content que ça soit aussi rempli. Parce que, comme quoi, c'est très intéressant parce que quand le sujet a l'air compliqué, en fait, il y a plus de monde. Ça me rappelle une conférence sur les trous noirs il y a plus d'un an, où on avait fait ça à comble, et le sujet était ardu, il faut bien l'avouer, et il y avait énormément de monde. Donc, comme quoi, des fois, nos amis de la presse ont peur quand on parle un peu de science trop compliquée que ça fasse un public, et en fait, c'est tout le contraire. Quand ça va l'air compliqué, tout le monde vient. Donc, alors, par contre, j'ai une responsabilité, c'est d'arriver à vous faire comprendre ce machin-là, et ça, c'est pas forcément aisé. Donc, on va, en fait, l'idée, c'est de vous montrer comment tout ce qu'on sait aujourd'hui du monde de l'infiniment petit va gouverner la matière, son comportement, et nous permettre à la fois d'étudier et de révéler le comportement de l'infiniment grand, donc de l'univers. Donc ça a bien un lien fort avec l'astronomie, je le présenterai sous cet angle-là, mais j'essaierai de vous présenter cette chose bizarre qui est le monde quantique. Alors, ça c'est un physicien fameux, fort sympathique, vous voyez, il s'amuse là, donc Richard Feynman, qui est un des grands acteurs de la mécanique quantique. Et alors ça commence mal parce que ce qu'il disait, c'est si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Donc déjà là, on est mal, mais on va quand même essayer de faire quelque chose ensemble et j'espère que j'arriverai à vous expliquer quelques petites choses. Alors on va voir ça ensemble, on va partir un petit peu de l'histoire et voir comment cette physique-là est née il y a à peu près un siècle. En gros, une grosse partie de ce que je vais vous raconter date d'un siècle, disons. On verra quel est ce monde. Alors, je mets étrange entre... je mets un point d'interrogation entre parenthèses. C'est vrai que c'est quelque chose qui est déroutant, mais en même temps, c'est une physique qui a une complète cohérence. C'est probablement la théorie physique la mieux vérifiée de tous les temps. Simplement, comme disait Feynman, il y a plein de gens qui n'ont pas compris et qui exploitent un petit peu des fois ce côté étrange pour des pseudo-sciences ou des choses un peu bizarres, mais c'est pas ce qu'on va faire là. En fait, c'est déroutant, mais c'est peut-être pas si étrange que ça. On verra comment on peut exploiter les propriétés quantiques pour étudier l'univers à distance, et ça va être ces propriétés-là qui vont nous permettre de savoir plein de choses sur le ciel. Et puis comment ces propriétés expliquent le comportement de la matière jusqu'aux très grandes échelles, les galaxies, etc. Et puis on ira un peu vers des choses plus spéculatives à la fin de ce que les physiciens voudraient faire aujourd'hui. Alors, on va commencer par la révolution d'il y a à peu près un siècle, en repartant un peu avant ça, sur ce qu'on savait avant le XXe siècle, disons, de la matière et de la lumière. Alors on pourrait citer plein de noms, d'ailleurs vous allez voir, je vais avoir beaucoup de monde à citer. Mais on va partir, le plus ancien que je prendrai, c'est Démocrite, donc un grec, vous voyez, moins 460, moins 370. Pour lui, l'univers est constitué, il est le seul à dire ça, d'atomes. Atome, c'est l'atomos, c'est ce qu'on ne peut pas couper. Donc il y aurait une plus petite partie de l'univers, des particules en quelque sorte insécables, c'est le sens de atomos, et puis du vide. Et c'est tout, et à partir de ça, il pense que tout l'univers est bâti. D'ailleurs, il était assez révolutionnaire parce que lui, il enseigne en même temps la pluralité des mondes, il y a plein de mondes partout, et il y aura même plusieurs univers, d'après Démocrite. Ce qui à l'époque est quand même assez révolutionnaire. Alors on va faire un saut dans le temps pour un autre personnage, parce qu'on parle, il y a la matière, il y a aussi la lumière. Et donc c'est le grand Isaac Newton, qui est un peu le seul à son époque à se dire que la lumière, c'est peut-être aussi des petits grains. Il y aurait des particules de lumière qui se propagent en ligne droite. Il ne leur donne pas de nom, et il est le seul à dire ça, parce que son contemporain, Huygens, lui voit la lumière comme une onde, et c'est d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, la théorie de Huygens qui va être retenue et qui va très très bien marcher, à tel point qu'elle va être développée par d'autres gens, en particulier au XIXe siècle. Il y aura Faraday, ensuite surtout Maxwell, qui va faire toute une théorie de la lumière,
où il va rassembler d'ailleurs tout ce qu'on connaît du magnétisme, les aimants, et puis l'électricité. Alors n'ayez pas peur, hein, je mets des équations, c'est pas avoir peur des équations, c'est joli déjà. Là, en fait, les équations de Maxwell, c'est quelque chose de magnifique, qui décrit toute l'optique, toute l'électricité, etc. Alors on va pas étudier ça, mais c'est juste pour vous montrer. Il ne faut pas cacher que les physiciens, ils travaillent avec des équations. C'est un moyen de décrire le monde et après de l'expliquer. Donc on a Maxwell, et puis on a donc Newton, parce que Newton il a surtout fait la mécanique classique, qui permet de calculer plein de choses, les trajectoires des planètes par exemple. Et ça a été vraiment au 19e le triomphe de la mécanique classique, avec en particulier le français Urbain Le Verrier, qui faisait des calculs à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, et qui, sur les perturbations d'Uranus, découvre la planète Neptune. Donc c'est vraiment la gloire et le triomphe de la physique classique, électromagnétisme et mécanique. À tel point que certains pensent que, bon, on sait tout faire, en gros. On sait tout faire, et il y a un monsieur, alors il n'a pas l'air rigolo, hein, mais bon, c'est au moins sur la photo, William Thomson, connu sous le nom de Lord Kelvin. Lui, il pense que la physique est finie à la fin du 19e. On peut dire qu'aujourd'hui, les physiciens comprennent la quasi-totalité du monde qui nous entoure. Or, il reste bien des petits nuages qui flottent. Le problème de l'éther est celui du rayonnement du corps noir. Mais bon, on va résoudre ça, il dit en gros, et finalement, les physiciens, tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est ajouter des chiffres après la virgule, et ça va devenir le casse-pied, quoi, la physique. Bon, le problème, c'est que ces deux petits nuages vont mener aux deux plus grandes révolutions de la physique au début du XXe siècle. Donc il y aura, pour l'histoire de l'éther, dont je parlerai ici, la relativité d'Einstein, et puis le problème du corps noir, dont on va parler dans un instant, la fameuse physique quantique. Et ça va tout changer, et du coup, on va voir que la physique est loin d'être finie. Alors la suite, elle vient un peu de temps après ces déclarations-là, avec un monsieur très fameux qui est Max Planck. Planck qui va s'intéresser à un problème apparemment simple, c'est vous chauffez un objet, et par exemple, imaginez vous chauffez un morceau de fer, vous savez que si vous le chauffez, il va devenir rouge, puis jaune, puis blanc, puis après il va fondre, donc il va émettre de la lumière parce qu'il est chaud. Et on voulait à l'époque savoir comment justement un objet chaud émet de la lumière. Quel est ce qu'on appelle son spectre, c'est-à-dire en fonction de la couleur, de la longueur d'onde et de la température, comment il émet. Et la physique magnifique de Maxwell ne marche pas. Ça fait un énorme problème. C'est-à-dire quand on va dans l'ultraviolet, on a une quantité d'énergie infinie, on appelle ça la catastrophe ultraviolette, ce qui évidemment n'est pas possible. Vous savez bien que si vous chauffez un morceau de métal, il n'émet pas une infinité d'énergie. Donc Max Planck, il va faire quelque chose et il va résoudre le problème. Il va trouver, un cours un peu compliqué, mais c'est que, voilà, un objet qui est chaud, et bien en fonction de sa longueur d'onde et de sa température, plus il est chaud, plus il émet d'énergie, mais il émet comme ça. Donc il y a un pic quelque part, et puis dans l'ultraviolet ça redescend, dans l'infrarouge ça redescend. Donc on sait avec lui comment émet un corps chaud. Alors il y a une formule, hein, bon, n'apprenez pas ça par cœur, c'est pour montrer qu'il a trouvé ça. Et alors pour trouver ça, il doit faire une espèce de contorsion qui ne lui plaît pas d'ailleurs, il n'aime pas du tout. Lui il trouve que c'est bizarre, mais c'est que comme ça que ça marche, il est obligé de supposer que la lumière n'est pas continue. Il y a des paquets de lumière qui sont émis ou absorbés par la matière. Il appelle ça des quanta, du grec, des quantités, non du latin, pardon, une quantité, un quantum, des quanta, donc des paquets d'énergie. Pour lui, il trouve que c'est une astuce, mais bon, ça marche. En tout cas, il a le bon spectre. Il n'aime pas trop l'idée, mais c'est n'empêche le début de cette nouvelle physique. Alors, ça sert aujourd'hui, hein, ça c'est moi en infrarouge. On peut, aujourd'hui, c'est utilisé dans les caméras infrarouges, c'est-à-dire quand on repère le pic d'émission d'un endroit, d'une zone, on peut trouver sa température. Et donc, ça aujourd'hui, c'est génial, on fait carrément des appareils photo numériques infrarouges qui peuvent vous donner la température comme ça. Donc, ça exploite la loi de Planck, qui utilise déjà le début de la mécanique quantique.
Le deuxième personnage fameux qu'on va trouver là, c'est Einstein. Einstein, vous connaissez pour la relativité, et vous savez peut-être qu'il n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité. Il a eu le prix Nobel pour quelque chose qui a mené à la mécanique quantique, c'est qu'il a expliqué l'effet photoélectrique. Chose très simple, on savait qu'il y a des métaux, donc avec des électrons dedans, et quand on envoie de la lumière, ça peut arracher des électrons et créer un courant. Alors c'est quelque chose qu'on connaît, parce que c'est utilisé aujourd'hui largement, c'est les panneaux photovoltaïques, ça utilise l'effet photoélectrique. Et pour le comprendre au niveau microscopique, comprendre ce qui se passe dans la matière là-dedans, lui aussi, il doit supposer que la lumière est faite de paquets. Et lui, il leur donne un nom, c'est les photons. Ça va être les particules, entre guillemets, on reviendra là-dessus, de lumière, les photons. Donc là, on commence à avoir des choses qui ne ressemblent plus à Maxwell et qui s'en écartent. Puis à la même époque, on essaye de comprendre la structure de la matière. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on n'est pas sûr qu'il y a des atomes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et c'est en quelques années qu'on va comprendre tout ça, on va découvrir qu'il y a des électrons, que dans les atomes, il y a des choses plus petites qui sont un noyau avec des protons et des neutrons. Je raccourcis beaucoup l'histoire. Et donc Niels Bohr, en 1913, il crée un modèle, un peu comme un petit système solaire, avec un noyau, des électrons qui tournent autour. Et pour expliquer le comportement des atomes, et ce qu'on va en observer, on verra tout à l'heure, il est obligé de supposer que ces électrons ont des orbites, mais seulement certaines orbites. Et quand de la lumière arrive dessus, ils peuvent absorber et sauter instantanément d'une orbite à l'autre, mais pas être dans les orbites entre. C'est aussi quantifié, en quelque sorte, et c'est bizarre. Ils peuvent aussi émettre, un électron peut redescendre sur une autre orbite, mais instantanément, et émettre quoi d'ailleurs? Des photons d'Einstein. Bon alors, on raccourcit un peu aussi, donc il y a une équation pour ça, et surtout, on va montrer après que c'est plus compliqué que ça en fait. Hein. C'est pas juste des orbites avec des petites boules qui tournent autour, c'est des choses plus compliquées dont je parlerai après, qui ont des fonctions d'onde. Mais l'idée de base est là, et déjà sa formule là explique le spectre des atomes dont on parlera tout à l'heure et qui a été observé en particulier dans les étoiles. Donc on verra après. Alors à partir de là, c'est plein de sauts parce qu'on ne peut pas tout raconter. Il y a tout un groupe, ça fumait beaucoup à l'époque dans les cerveaux de jeunes physiciens dynamiques qui ont créé toute cette nouvelle physique. Donc je ne cite pas tout le monde, hein, mais bon, il y a surtout Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Fermi, Born, qui dans les années 20-30 ont mis en place la physique de l'infiniment petit, qui est donc cette physique quantique. Et ils vont nous dire beaucoup de choses qui vont en dérouter plus d'un. Petit saut, parce que j'étais dans la structure des atomes, on a découvert dans ces années-là que donc les atomes étaient faits d'électrons, avec un noyau, dans le noyau des protons, des neutrons. Il a fallu attendre 1963 pour comprendre que c'était pas fini. Il y avait encore des choses là-dedans. Dans les protons et les neutrons, il y a encore des particules. C'est pas élémentaire. Et une sous-structure qu'on appelle des quarks. En fait, un proton ou un neutron, c'est 3 quarks. Ça a été créé, découvert, prédit, et puis observé ensuite, mais prédit par Murray Gell-Mann en 1963. Et donc, on a des quarks qui interagissent entre eux en échangeant des choses bizarres, qui sont des gluons. Pas le gluon du trou, pour ceux qui se rappellent de Téléchat, mais c'est gluon, ça vient de gu, c'est la colle, c'est ce qui colle la matière au plus profond. Donc voilà, on commence à avoir aussi beaucoup de particules, tout un bestiaire sur lequel on reviendra. Et puis, donc, c'est une petite historique très rapide, on va voir un peu ce que ça nous dit. Alors, on va se faire aider de quelques amis pour aider à ça, parce que forcément, alors, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent bien tout ça, donc il ne faut pas avoir peur, on fait de la vulgarisation ici, donc on est obligé un petit peu de trahir un petit peu les choses, c'est pas facile à être complètement rigoureux, donc on va essayer quand même. Donc on va faire appel à Donald Duck,
Et on va partir de la mécanique classique. Si Donald shoot dans un ballon c'est un objet classique. Donc qu'est-ce qu'il va faire le ballon? Il va monter puis il va redescendre. Il va faire une trajectoire. Donc voilà, il shoot et son ballon monte et retombe, c'est normal. Alors pour un physicien, un mécanicien, ça, c'est quelque chose qu'on peut décrire, c'est-à-dire qu'à chaque instant T, le ballon, il est à un endroit, une position. Et puis il a une vitesse, on peut même calculer tout ça. Et avec les lois de Newton, on peut calculer ce que va faire le ballon si on sait comment on l'a lancé. Mais surtout, ce qu'il faut en retenir, c'est que, il y a une formule de Newton qui permet de calculer ce qui arrive au ballon à tout instant. Et donc sa trajectoire, ce qu'il va décrire ici, fait de parabole, une parabole, ça va être complètement défini. Bon, des fois en mécanique c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros on sait exactement ce que va faire le ballon. Et on peut le décrire à tout instant. Imaginons maintenant que mon ballon n'est pas un ballon et qu'on a un Donald quantique qui shoot dans un ballon quantique. C'est un peu différent, parce que là, ça va devenir tout flou, cette histoire. On ne saura jamais trop où est le ballon. On ne va pas décrire une jolie trajectoire comme ça. Le ballon, déjà, on ne va plus du tout le décrire par une boule qui se déplace et qui est à tel endroit. On va avoir un truc très bizarre qu'on appelle une fonction d'onde, mystérieux. Alors, je ne vais pas en écrire plus, ça s'appuie par une lettre grecque, en général. Et la fonction d'onde, elle suit une équation, voilà, c'est beau. Je ne vous expliquerai pas, mais c'est beau. Je vous garantis que c'est beau. Et donc, cette équation permet de trouver la fonction d'onde. Et la fonction d'onde, en fait, en mécanique quantique, elle ne va pas nous dire du tout où est le ballon. Enfin, ce ne sera pas un ballon, ce sera un électron, un proton, à tel moment et à tel instant. Il va juste nous dire, il a tant de chances d'être à tel endroit, à tel instant. Ça va être probabiliste. Et la physique quantique n'est pas du tout déterministe, elle ne détermine pas ce qui se passe ensuite, elle est probabiliste. Elle va vous dire à l'instant T, à tel endroit, vous avez tant de chances de trouver le ballon. Et ça, déjà, c'est bizarre. Alors Einstein, il a poussé des cris avec ça tout de suite, il n'aimait pas du tout, on y reviendra. Mais le problème, c'est que ça marche. Et c'est vraiment pire que ça, c'est-à-dire que Werner Heisenberg a montré on appelle les relations d'incertitude, ce qui nous dit en gros, si vous avez une particule, alors je mets toujours un ballon, mais c'est un ballon quantique, si vous savez où il est, vous mesurez, vous voyez passer, vous dites il est pile à cet endroit-là, alors ce que nous dit Heisenberg, c'est que vous êtes absolument incapable, mais c'est vraiment incapable de savoir à quelle vitesse il va. Vous avez sa vitesse c'est V plus ou moins quelque chose, et vous ne savez pas, ça peut être très grand en fait. Plus c'est précis là, plus l'incertitude sur sa vitesse va être grande. Et à contrario, si vous connaissez, vous chronométrez, vous mesurez bien sa vitesse, vous n'avez plus du tout où il est. Parce qu'en fait, le produit des deux il vaut quelque chose, et donc si l'incertitude sur la vitesse est faible, l'incertitude sur la position est grande, et inversement. Et donc on ne peut pas vraiment situer une particule et mesurer sa vitesse en même temps, c'est impossible. Et c'est pas juste quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est vraiment l'essence de la théorie. Alors après, oui, forcément il y a un chat dans cette histoire, il y a souvent des chats en physique, puis alors il y en a un qui est célèbre, c'est un autre des physiciens que je vous ai montré, c'est Erwin Schrödinger. Il a fait alors je vous rassure, aucun chat n'a été maltraité dans la préparation de cette conférence. Mais c'est une expérience de pensée de Schrödinger pour illustrer un peu ce qui se passe. Donc vous avez un chat, et on va lui faire un truc bizarre, on va le mettre dans un dispositif où vous avez un atome radioactif là-dedans. Donc un atome c'est quantique, qui est relié à un truc qui peut casser une bouteille de poison. Bon, déjà le chat il commence à pas aimer, mais bon. Alors le tout est enfermé dans une boîte où on ne voit pas ce qui se passe et on va au moment ouvrir la boîte pour savoir ce qui se passe. Bon, comme je vous dis, les vrais chats ils n'aiment pas ça, donc on ne fait pas avec un vrai chat. Voilà. Mais on va revenir en ouvrant la boîte pour comprendre. Un atome, en mécanique quantique, il est décrit par une fonction d'onde. Il y a plusieurs fonctions d'onde qui décrivent les différents états de l'atome. Et le truc, c'est que c'est une théorie très mathématique. On a le droit de superposer les états. C'est-à-dire que l'atome, il peut être désintégré.
ou pas désintégré, ou les deux en même temps. On peut faire la somme, la différence de tout ça, ça marche toujours. Donc, si on relie ça à ce que dit Schrödinger, bah, du coup, si c'est vrai pour l'un, c'est vrai là, et le chat, il peut être mort ou vivant, ou les deux en même temps. On peut me mettre une affreuse formule, là, vous avez 1 sur racine de 2, le chat vivant, 1 sur racine de 2, le chat mort. Bon, il est souriant quand même parce qu'il est content, il fait de la physique, hein, donc ça va. Mais, en fait, l'état est décrit comme ça, mais vous ne pouvez pas observer ça. Vous ne verrez jamais un chat à la fois mort et vivant. Bon, en plus, en vrai, ça ne marche pas pour les chats, parce que c'est trop gros, ça marche pour l'atome qui est là-dedans, mais pas pour le chat. Mais bon, ça, c'est une expérience de pensée. En fait, le fait de mesurer, d'ouvrir la boîte dans l'expérience de pensée, de regarder ce qui se passe, ça localise, on dit, le système dans un des états possibles. Donc, ou mort ou vivant. On n'observe pas les deux, on observe l'un ou l'autre. Mais par contre, ce que nous dit cette formule, c'est quand on met, alors ce sera le truc le plus compliqué ici, on met au carré ça, donc 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1,5, ça fait 50%, donc on a 50% de chance de trouver le chat mort et 50% de chance de trouver le chat vivant. Pour être très simplifié ici, mais c'est ça. Et donc, la fonction d'onde qui est écrite ici va nous donner juste les chances de trouver tel ou tel résultat. Et pas nous dire réellement ce qu'on va voir, ça va être la surprise en ouvrant la boîte. Voilà pour le chat. Alors un autre truc rigolo qui veut se passer avec la fameuse fonction d'onde, c'est, vous imaginez, un mur. Alors là, j'ai mis un vrai mur, en vrai, c'est un mur d'énergie. C'est-à-dire un système à une certaine énergie, il doit franchir une énergie plus grande. Normalement, il ne peut pas, en mécanique classique. Alors là, on va faire appel à notre ami le coyote, qui fait toujours des trucs bizarres pour poursuivre vite vite. Donc il fonce via un mur. Alors normalement, il y a toutes les chances qu'il lui arrive ça. C'est-à-dire, mais il s'écrase tout le temps, il s'en remet tout le temps. Mais si c'est un coyote quantique, et la physique du coyote est toujours un peu bizarre, eh ben, il a une chance de se retrouver de l'autre côté sans autre forme de procès. Et c'est parce qu'en fait, la fonction d'onde, que je symbolise par une onde ici, peut être non nulle de l'autre côté du mur. Et donc il y a une probabilité que le coyote se retrouve de l'autre côté, plus ou moins grande selon les cas, mais c'est possible. Et on verra que cet effet peut être exploité beaucoup. Donc, en mécanique quantique, c'est pratique, il n'y a jamais de barrière infranchissable. On peut toujours essayer de... Alors, vous pouvez vous lancer contre un mur, vous avez peu de chance de traverser, mais bon, quantique. Autre effet étonnant, puisqu'on parlait d'onde, on a dit que selon Huygens, la lumière était une onde. Alors ça, c'est connu depuis longtemps. Vous envoyez de la lumière sur un diapo où il y a deux petites fentes très fines, rapprochées. Donc la lumière, elle passe d'un côté ou de l'autre. Mais comme la lumière, c'est comme des vagues, en fait, vous pouvez faire ça aussi avec de l'eau. Bah, les vagues de l'autre côté, il y a des vagues dans le premier trou, dans le deuxième trou. Et puis elles se mélangent, et il y a des endroits où les vagues s'additionnent, et d'autres où elles se soustraient. Et donc à la fin, sur l'écran, vous avez des rayures. On appelle ça des franges. Ça, c'est connu depuis le XVIIIe siècle, donc c'est pas très original. Le truc, c'est que Einstein nous dit que la lumière, c'est des particules. Alors qu'est-ce qui se passe avec des particules? Imaginez, j'arrive à avoir une source, j'envoie mes photons, pas tous ensemble comme là, mais un par un. Puis j'attends. 1, 2, 3, des milliards de photons, j'en envoie plein. Et ce qui se passe, je vais essayer de le simuler ici. Il va se passer la chose suivante. Les photons, ils passent d'un côté ou de l'autre, mais ils vont se répartir sur l'écran. Ils vont se répartir comment? Comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y en aura pas. Et ça, c'est bizarre, parce que ça, c'est comme une onde. Parce qu'il faut que le photon qui passe, pour aller là et pas là, il sache ce qui s'est passé. Enfin, il faut qu'il passe en gros des deux côtés à la fois, comme l'onde. Et ça, c'est très bizarre, mais ça apparaît encore plus bizarre, c'est que même avec des électrons, une particule de matière, ça marche aussi. On envoie des électrons sur un tube cathodique, pour ceux qui se rappellent des anciennes télé, un par un, et ils font ça aussi à travers des fentes. Et ça, c'est bizarre. Alors, il y a eu toute une histoire là-dessus, avec De Broglie et d'autres, qui ont imaginé qu'il y avait à la fois une onde et une particule. En fait, la réponse de la mécanique quantique, c'est ni l'un ni l'autre. Une particule n'est pas une petite bille, c'est pas une onde non plus, c'est quelque chose qui
qui, suivant les cas, peut se comporter comme les deux, suivant la façon dont on mesure et dont on observe. Et donc ça aussi, ça fait partie des étrangetés, mais mathématiquement, ça marche parfaitement. Donc là, bon, on revient, je n'expliquerai pas ça, mais à Bohr et son atome d'hydrogène, donc il y a des niveaux, des énergies possibles qui sont discrètes, c'est-à-dire l'atome ne peut pas prendre toutes les énergies possibles, et quand il passe d'une énergie à l'autre, eh bien il émet ou il absorbe des photons. Et c'est pour ça que dans les atomes, on va voir seulement certaines longueurs d'onde absorbées ou émises. Alors tout ça, je vous l'ai dit, c'est on mesure uniquement des probabilités avec la fameuse fonction d'onde. Alors ça, j'ai dit, Einstein, il n'aimait pas, hein, il avait une phrase, c'est un petit échange célèbre, il dit c'est pas possible, Dieu ne joue pas au dé. La théorie, ça ne peut pas être basé sur le hasard. Niels Bohr, qui était très fond pour défendre l'idée quantique et que c'était comme ça que ça se passait, lui dit qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Alors il y a des gens qui ont essayé d'aller plus loin que ça, parce qu'Einstein disait ça ne peut pas être comme ça, et c'est parce que votre théorie elle n'est pas complète. Il manque des choses. Donc il y a des variables que vous ne connaissez pas, des variables cachées derrière, et si on met une théorie plus complète, on n'aura plus de probabilité. On va tout déterminer, on va comprendre, on va y arriver. Mais il n'a jamais trouvé, hein, il a cherché toute sa vie, il n'a jamais trouvé des variables cachées. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle John Bell, au costume, qui n'a pas trouvé ça non plus, mais il a formulé peut-être des inégalités, donc il a cherché ce qu'on pourrait observer si de telles variables cachées existaient. Donc s'il y avait une théorie au-delà de la mécanique quantique, si ça existait, il y a des relations qui devraient être vérifiées. Donc pas plus dans le détail, mais petit Cocorico, qui est un Français, Alain Aspect, toujours bien vivant et dynamique, je connais bien, qui en 1975, jeune physicien, a mis au point une expérience pour vérifier les relations de Bell, et il a montré qu'elles n'étaient pas vérifiées. Donc, il n'y a pas de variable cachée. Alors bon, on pourrait détailler, il y a des variantes là-dessus, mais en gros, Einstein avait tort, la mécanique quantique est bien probabiliste, on ne peut pas aller au-delà de ça, et ça marche comme ça, et c'est ce que prouve cette expérience de Alain Aspect. Donc voilà, on a le monde quantique qui est comme ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas ça marche, ça permet de faire des mesures étonnantes. Et d'ailleurs, c'est pas juste de la physique éthérée et planante, hein, on a ça partout. Je vous ai montré la caméra infrarouge, le laser, comme le mien là, ou ceux-là. Le laser ne peut s'expliquer que par la physique quantique. Il n'y a que comme ça qu'on peut expliquer pourquoi il faut émettre un rayon de cette façon. Comme quoi, le laser, vous savez que c'est appliqué partout hein, aujourd'hui, en médecine, en découpe, en industrie, etc. Et le laser vient de la physique fondamentale. Ça permet du coup de défendre la physique fondamentale aussi. Comme on a dit, on dit souvent on n'a pas inventé l'ampoule électrique en cherchant à améliorer la bougie, et on n'a pas inventé le laser en cherchant à améliorer l'ampoule électrique. Ça vient de choses fondamentales. L'électronique, regarde là, ça va. L'électronique qui est basée, donc toute l'électronique que vous avez dans vos appareils, vos ordinateurs, tout ça, contient des transistors. Le transistor, je ne détaillerai pas plus, mais ça utilise l'effet tunnel. C'est des électrons ou des charges qui passent par effet tunnel à travers une barrière. On ne peut pas comprendre le transistor sans la mécanique quantique. C'est un objet quantique. Je ne parle pas de l'ordinateur quantique, il y a encore autre chose qui n'existe pas encore, mais ça viendra peut-être. Tout ce qui est utilisation de la lumière, on va en parler après, spectroscopie, etc., mais même votre four à micro-ondes est un objet quantique en quelque sorte, parce qu'il utilise l'absorption, l'émission de photons micro-ondes par les molécules d'eau, ce qui permet de chauffer vos aliments. Le four micro-ondes fait bouger les molécules d'eau dans les aliments et chauffe. Les panneaux photovoltaïques, on en a parlé, les effets photoélectriques, puis tout ce qui est radioactif, la désintégration des atomes, c'est quantique.
Et puis plein de choses en astro, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'astro, donc on va y aller. On va y aller dans le ciel et on va déjà commencer, avant d'aller dans des choses plus spéculatives, on va parler de l'utilisation de ces propriétés quantiques de la matière qui vont nous aider énormément pour comprendre et à vous étudier à distance des astres sur lesquels on n'ira jamais, parce que c'est trop loin. Grâce à la lumière qui va être notre messager et qui va interagir avec la matière. Alors, une petite animation symbolique, on va avoir une source de lumière, on va avoir une molécule ou un atome. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière arrive sur ma molécule? Il faut qu'elle soit ici, qu'elle soit sur Jupiter ou sur une galaxie lointaine. Cette lumière, elle transporte de l'énergie. C'est des photons. Cette énergie, elle va être captée, on va dire absorbée par ma molécule ici, qui va la transformer. Parce que toute la physique, c'est une histoire d'échange d'énergie. On échange l'énergie, on la transforme en autre chose. Elle va la transformer en mouvement. L'absorption d'énergie lumineuse par une molécule crée du mouvement, fait bouger la molécule, fait bouger les atomes dedans. Mais pas n'importe comment, parce que Bohr nous l'a dit en premier, on n'a pas le droit à toutes les énergies dans un atome ou une molécule, seulement certaines. Ce qui va correspondre à seulement certaines longueurs d'onde, et pas d'autres. Et c'est pour ça que quand on va regarder en fonction de la longueur d'onde, la lumière qui traverse ou pas les molécules, on aura des creux, donc des absorptions, quand c'est autorisé pour cette molécule-là. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle des spectres avec des raies, des creux, à certains endroits seulement, qui vont être caractéristiques de la molécule ou de l'atome. Si on résume ça, vous avez peut-être une étoile, je sais pas, un nuage de gaz, la lumière traverse, on la détecte, on a donc un spectre. Et ce spectre, en fait, c'est un peu le code barre, comme pour les produits au magasin, là, des molécules ou des atomes qui sont dedans. À la différence que dans le ciel, dans une atmosphère de la Terre, d'une planète et une galaxie, les codes barres sont tout mélangés. Vous avez le code barre de toutes les molécules présentes, et ça va être le boulot du chimiste, du physicien, de débrouiller tout ça et de retrouver ces petits, et de savoir quelles molécules, quels atomes sont présents. Il va le faire, il va devoir comprendre donc les propriétés quantiques de ces atomes et molécules. Alors ça peut être à plusieurs niveaux. Pour résumer un petit peu, il y a des phénomènes qui se déroulent dans le noyau des atomes. Donc ça, c'est à haute énergie, c'est tout ce qui est le monde nucléaire. Donc avec des rayons X et gamma, tout pas trop sympa, quoi. Quand il s'agit des électrons dans les atomes et molécules, on est plutôt dans l'ultraviolet ou le visible. On va voir ça pour les étoiles. Quand on est dans le monde des molécules, où on peut voir bouger les atomes à l'intérieur d'une molécule, ça va être de l'infrarouge. Et la lumière infrarouge va permettre de repérer les molécules qui bougent comme ça. Et puis elles peuvent aussi tourner sur elles-mêmes, comme dans votre four micro-ondes, et donc c'est des micro-ondes. Donc les astrophysiciens vont exploiter tous ces domaines de longueur d'onde. Alors des exemples, qu'on connaît depuis un moment, l'univers est surtout composé d'hydrogène. C'est l'élément le plus léger, l'atome le plus simple, où il y a un proton et un électron autour. Alors je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, il y a une propriété encore bizarre aussi, qu'on trouve le corps mécanique quantique des électrons et des protons, ils ont ce qu'on appelle un spin. Alors une très mauvaise image qui est complètement fausse, mais qu'on donne souvent, c'est ça représente un peu la particule qui tourne sur elle-même, comme la Terre qui tourne sur elle-même. Bon, en fait, c'est pas ça, mais c'est proche de ça. Mais c'est quelque chose qui n'existe que au niveau quantique. Toujours est-il que ce spin, c'est aussi quelque chose qui a des niveaux d'énergie quantifiés, et on peut émettre ou absorber dans l'hydrogène, et ça ne se comprend qu'avec le spin, une longueur d'onde de 21 cm. Donc ça, c'est facile à détecter avec une parabole, une grande antenne, 21 cm. Et bien, ça permet de faire plein de choses. Ici, vous avez le plus grand radiotélescope français qui est à Nancy, en Sologne. Et cette grande antenne peut détecter l'hydrogène dans l'espace et faire des cartes
Par exemple, vous voyez ici cette galaxie, c'est une image en onde radio à 21 cm, et on voit des ponts d'hydrogène entre les galaxies. Et donc c'est amusant parce qu'on utilise les propriétés du monde microscopique, un instrument qui fait 300 mètres de large, et on va voir les galaxies. Donc ça relie les extrêmes de l'univers, tout ça. Alors on peut regarder les étoiles. D'ailleurs cette courbe-là a été faite à la SAB, à notre observatoire là, au Hautes-Plattes. On va décomposer ici la lumière de Sirius, qui est une étoile très brillante, qu'on voit bien en ce moment, une étoile la plus brillante du ciel. Et Sirius, eh bien, va avoir un spectre avec des raies bien profondes ici, creusées, qu'on pourrait revoir. Ça, c'est sous forme d'une courbe. Ça, c'est sous forme du spectre lumineux, hein, du violet au rouge, avec ces traits sombres qui correspondent donc pile à l'hydrogène. Donc la théorie même de Bohr, toute simple, explique très bien la position de ces raies-là. Et donc on a ce qu'on voit dans l'étoile lointaine grâce à la théorie quantique de Bohr, de l'atome d'hydrogène. Ici on a un autre cas, c'est un nuage de gaz, une nébuleuse, qui est la nébuleuse d'Orion, avec une photo de Marc qui est ici, et qui donc a des couleurs un peu rouges, un peu vertes, qui sont expliquées par des émissions de photons très précises de l'hydrogène ou d'un ion de l'oxygène. Et c'est ce qui explique les couleurs de ces grandes structures. Là encore, ces propriétés quantiques expliquent ce qu'on observe, c'est l'interaction de la matière et de la lumière. Ici, bon, je passe vite, ce sont des molécules d'oxyde de titane qui sont présentes dans une grosse étoile, qui est Bételgeuse, qui est une étoile d'Orion qu'on voit bien en ce moment aussi. Alors, il y a des termes barbares là, mais peu importe, tout ça, c'est de l'oxyde de titane qui est observé dans cette étoile qui est à 600 années-lumière. Plus près de nous, Jupiter, une planète qui a une atmosphère, et dans laquelle il y a une molécule que j'aime bien, moi, qui est le méthane. On étudie ça dans mon labo. Et donc, on repère par son spectre lumineux dans Jupiter. Titan, que j'aime bien aussi, qui est un astre fameux, qui est une lune de Saturne, avec une atmosphère à la chimie organique très très riche. Et comment on connaît toute cette chimie? Par le spectre, parce qu'on va pouvoir identifier tous ces codes barres ici, qui sont les codes barres de ces molécules. Alors j'ai pas tout mis, il y en a un échantillon ici, observé par la sonde Cassini, de toutes sortes de molécules qui sont sur Titan et qu'on observe. Et là derrière, pour comprendre ça, il y a des calculs dits de chimie quantique qui permettent de comprendre et de reconnaître ça, et donc d'analyser l'atmosphère de Titan à distance. Autre exemple dans le système solaire, les comètes. Une belle photo d'un auteur fameux, Damien Pitch. Souvent on a des comètes vertes comme ça, avec une teinte verte. Ça vient en grande partie de la molécule C2, le dicarbone, qui a des bandes d'émission, donc qui sont dites bandes de Swann, d'après monsieur Swann, qui a trouvé ça. Donc c'est un phénomène quantique aussi, c'est le spectre de C2 qui est majoritairement dans le bleu-vert, donc qui donne cette couleur à la comète. Donc la couleur verte de la comète vient de phénomènes quantiques dans le radical C2. Et puis on va plus loin, il y a plein de satellites comme le satellite Herschel qui vous trouve des tonnes de molécules dans les nébuleuses. Et ça, c'est vraiment une révélation du XXe siècle. On s'est rendu compte que la chimie dans l'espace est extrêmement riche. Grâce à toutes ces mesures, on pensait avant que l'espace était froid et un peu inerte. Or, il se déroule une chimie très riche et qu'on ne peut connaître que grâce à leur spectre, à son spectre comme ça. Ici, ce sont des grosses molécules qu'on a détectées, ça des fullerenes qu'on a détectées dans une nébuleuse autour d'une étoile, un nuage circumstellaire. Et puis aujourd'hui même, on va plus loin, vous savez, on a déjà eu des conférences sur le sujet, on détecte maintenant depuis 21 ans des planètes autour d'autres étoiles. C'est très difficile parce qu'elles sont très loin, c'est très difficile à détecter, c'est ce qu'on appelle des exoplanètes. On a annoncé encore ce matin qu'on a probablement découvert 100 de plus d'un coup. Donc
on va approcher les 4000 connus maintenant en 20 ans, donc c'est assez impressionnant. Et pour quelques-unes d'entre elles, on est capable aujourd'hui d'avoir un début de spectroscopie, donc d'analyser les molécules qui sont dans ces exoplanètes. En particulier, une exoplanète ici avec le doux nom de HD 189-733b, on a à peu près sûr qu'on a détecté de l'eau et du méthane dedans. Et c'est d'ailleurs un sujet en pointe aujourd'hui, et je vais insérer un petit encart publicitaire, puisque dans l'équipe que je dirige, on participe à un projet qui s'appelle IPITEA, c'est un sigle, c'est toujours un peu capillotracté, hein, les sigles. C'est parce que IPITEA c'est un explorateur grec et que la personne qui mène ce projet est grecque. Donc on va étudier la spectroscopie de molécules à haute température d'hydrocarbures pour comprendre l'atmosphère de ces exoplanètes. C'est un projet de 5 ans qui démarre actuellement. Voilà, alors ça c'était tout le volet étudier le ciel grâce aux propriétés de la lumière et de la matière. Maintenant, on va voir aussi qu'il y a les propriétés même des objets, des galaxies, des étoiles surtout, ne peuvent s'expliquer réellement que également par la physique quantique. Alors on va essayer de revoir ça ensemble. Alors, le tableau est un peu plus compliqué. Je vous avais dit, on a au fur et à mesure du XXe siècle compris la structure même de la matière. Depuis les plus petites particules connues actuellement, on ne pense pas d'ailleurs qu'il y a plus petit, les quarks, qui forment des protons et des neutrons, qui forment des noyaux atomiques, qui s'entourent d'électrons pour former des atomes, qui s'assemblent pour former des molécules, et les molécules peuvent faire des cristaux, peuvent faire de l'ADN, peuvent faire des bonshommes, des écureuils, des planètes, et des étoiles et des galaxies. Et on a toute une famille compliquée de planètes, de particules, même des noms que vous avez peut-être entendus, des choses peu bizarres, que je simplifie ici. On a abouti, depuis les années 60-70, à ce qu'on appelle le modèle standard, c'est-à-dire la description de toutes les particules connues. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. D'ailleurs, au grand désarroi de beaucoup de physiciens, c'est-à-dire vous connaissez le CERN à Genève, où on accélère des particules, on les fait taper dedans pour essayer de trouver des choses nouvelles. On voudrait bien trouver des phénomènes physiques où le modèle standard ne marche pas. Le problème, c'est que pour l'instant, il marche toujours. Alors, ils sont contents, les physiciens, parce que leur modèle marche, mais ils sont déçus parce qu'il n'y a rien de nouveau. Bon, c'est une autre histoire. Donc, vous avez... Ça, c'est la famille des particules qui sont connues aujourd'hui. Donc il y a des particules ici, à gauche, de matière, donc qui forment la matière. Donc il y a les quarks qu'on va retrouver dans les noyaux atomiques. Et puis il y a les électrons, les neutrinos et quelques autres choses qui sont autour de tout ça. À côté, on a ce qu'on appelle des vecteurs, des bosons vecteurs. C'est des particules qui véhiculent les forces. C'est-à-dire que pour le monde quantique, d'ailleurs on ne va pas parler de force, on va parler d'interaction. Quand deux particules interagissent, eh bien ça veut dire qu'elles échangent quelque chose. Et elles échangent quoi? Elles échangent des bosons. Alors quand c'est électromagnétique, elles échangent des photons. Quand elles sont collées dans les noyaux atomiques, c'est des gluons, la glu. Quand c'est radioactif, elles échangent des choses bizarres, des Z0, des W. Et donc voilà tout ce qui constitue la matière et permet à la matière de tenir ensemble. Et puis il y a une chose bizarre là qui a parlé récemment, qui est le boson de Higgs. Alors je vais en parler après. Et donc l'histoire actuelle qu'on décrit de l'univers, c'est la fameuse théorie du Big Bang, qui en fait nous dit qu'il y a très longtemps, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était extrêmement dense, extrêmement chaud, gouverné par des lois physiques qu'on ne connaît pas bien, on en parlera juste à la fin, et puis il s'est mis à gonfler, il s'est mis en expansion, et donc à refroidir. C'est quelque chose de très chaud qui s'étend, on va refroidir, et plus il s'est refroidi, plus la matière telle qu'on la connaît est apparue. Il est apparu les quarks, puis ils sont assemblés en protons-neutrons, puis ils ont fait des noyaux atomiques, certains noyaux atomiques,
puis des atomes avec des électrons, et puis après des étoiles, des galaxies, des planètes. Et donc ça, c'est l'histoire de l'univers, mais qui part de la physique des particules, et donc du monde quantique qui a donné naissance aux étoiles. Alors là-dedans, il y avait un cas à part, là, le boson de Higgs, on va dire un petit mot quand même, parce que c'est une découverte récente qui a fait beaucoup de bruit, qui a valu le prix Nobel. Bon, une petite illustration rigolote, on a découvert de quoi est fait le rien, et c'est quand même quelque chose. En fait, le problème, c'est que le fameux modèle standard, à la base, il fait des calculs, il prédit que toutes les particules ont une masse nulle. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que vous savez avec votre balance que vous n'avez pas une masse nulle, donc il y a un problème. Donc ça marchait bien, mais il n'y avait pas de masse aux particules. Alors, c'est dans les années 60 que Peter Higgs et deux autres physiciens ont complété le modèle standard parce qu'ils ont appelé le champ de Higgs, qu'on va décrire après. Alors, c'est pas un champ de pommes de terre, c'est le champ de Higgs. C'est quelque chose qui va donner la masse aux particules. Et il a même montré que dans certaines conditions, ce champ de Higgs pourrait se matérialiser en une nouvelle particule qu'on appelle le boson de Higgs. Et finalement, il a fallu du temps, on l'a découvert au CERN en 2012. Et donc ça a déclenché le prix Nobel pour Peter Higgs et ses collègues. Alors, juste une précision, ça donne la masse aux particules. En fait, c'est absolument essentiel, mais ça explique que 1% de la masse de la matière, le reste venant de l'énergie des gluons à l'intérieur des noyaux. Mais passons. Qu'est-ce que ça veut dire que le boson de Higgs donne de la masse? Il y a une petite image qui est assez sympathique. Vous imaginez une foule dans une pièce bien compacte, ils sont tous en train de boire un coup et de discuter. Puis il y a une personnalité célèbre qui rentre. Alors pourquoi sur le dessin c'est de Thalès Anglais, c'est Margaret Thatcher. Bon. Et donc il y a plein de gens qui veulent la voir, donc ils s'agglutinent autour. Si la pièce était vide, elle pourrait traverser vite, mais là, elle ne peut pas, donc elle est obligée de se frayer un chemin au milieu des gens, donc ça la freine, ça la ralentit, et donc ça, en gros, ça lui donne une masse. C'est-à-dire le champ de Higgs, c'est une espèce de mélasse dans lequel les particules vont passer, ça va les ralentir, les freiner comme s'ils avaient une masse, et ça va donner la masse aux particules. C'est ça l'explication rapide de ce mécanisme de Higgs. Sachant que si vous avez la même foule et vous n'envoyez pas une personnalité mais une perturbation, genre une rumeur, la rumeur va se propager dans la foule et donc va matérialiser quelque part le champ, et ça va être le fameux boson de Higgs qui a été détecté au CERN. C'est un raccourci extrêmement rapide, parce que c'est compliqué à expliquer, mais en gros l'image est à peu près là. Donc voilà, on a notre modèle standard avec les particules qui ont une masse grâce au champ de Higgs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On peut faire des étoiles par exemple. Parce qu'une étoile, ça c'est le soleil, c'est ça. Une grosse boule d'hydrogène. Une énorme masse. Au cœur, il fait très très chaud. Il fait 15 millions de degrés. Et à 15 millions de degrés, vos particules, vos protons, ils peuvent se coller les uns contre les autres, tellement ils ont chaud, et se transformer en hélium. Ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Alors c'est impressionnant, hein, les chiffres. Le Soleil, chaque seconde, c'est 570 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées. Chaque seconde. Il y a beaucoup de secondes dans la vie du Soleil. Et chaque seconde, c'est 6 000 milliards de fois la bombe d'Hiroshima, au cœur du Soleil. Donc c'est des chiffres monstrueux, mais ceci ne se comprend, n'est possible que en étudiant les propriétés quantiques des protons. Pourquoi? Parce que dans le Soleil, vous devez prendre des protons et les coller entre eux. Mais un proton, c'est chargé électriquement et en fait, ça se repousse violemment. Vous ne pouvez pas normalement les rapprocher. Ils ne vont pas se coller entre eux. Sauf que, s'il fait très très chaud, ils arrivent à des grandes vitesses, ils arrivent à s'approcher très près. Et lorsque vous pouvez approcher deux protons extrêmement près, un millionième de milliardième de mètre, dans ce cas-là, ils vont se coller. Parce qu'il y a une force qu'on appelle la force nucléaire forte, qui est plus importante uniquement quand ils sont tout frais que la répulsion de leur charge électrique. Mais c'est même plus compliqué que ça, parce que normalement ça ne marche pas bien.
Les deux protons, ils sont comme le coyote, ils arrivent sur un mur d'énergie et normalement ils ne pourraient pas passer. Il faut apporter bien plus d'énergie que mes 15 millions de degrés, donc normalement le soleil ne devrait pas briller, sauf qu'il y a un truc magique qui est l'effet tunnel, et en fait ces protons ont une chance de passer à travers la barrière, de se retrouver de l'autre côté et d'être collés ensemble. Et grâce à cet effet tunnel, qui est celui qui explique les transistors dans votre électronique, mais qui là est à un autre niveau, bah, c'est lui qui explique que le soleil brille, que les étoiles brillent, et que donc on a des étoiles dans le ciel. Uniquement par cet effet quantique. C'est quand on a compris ça qu'on a vraiment compris comment marchent les étoiles. Alors vous voyez aussi, alors quand ces particules se collent, elles émettent d'autres choses, il y a des électrons, et puis il y a des petites particules très discrètes qu'on appelle des neutrinos. Alors le Soleil émet beaucoup de neutrinos. C'est des particules extrêmement discrètes. Chaque seconde, chaque centimètre carré de votre peau est traversé par des milliards de neutrinos. Vous sentez rien, ça picote pas, rien. Ils traversent toute la Terre comme si de rien n'était. De temps en temps, on peut en détecter un. Alors on le fait dans des espèces de grandes piscines comme ça, c'est des détecteurs géants. On arrive à capter un neutrino de temps en temps sur les milliards de milliards qui arrivent. Sauf que les physiciens, ils sont capables de calculer maintenant les réactions nucléaires, donc ils peuvent estimer combien de neutrinos doivent venir du Soleil. Ils peuvent estimer combien ce truc-là peut en détecter, et le problème c'est que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on en trouve moins, en gros un tiers de ce qu'on devrait trouver. Et pendant longtemps on n'a pas compris. Et là encore intervient un phénomène quantique bizarre, c'est qu'il existe 3 sortes de neutrinos. Ces 3-là. Et seulement ces neutrinos-là, symboliques en rouge, qu'on appelle neutrinos électroniques, sont émis par le Soleil. Or, le neutrino, il est taquin, il peut changer de nature. Là, c'est le comité Nobel qui avait fait un petit dessin, le neutrino change de culotte, et il passe d'une tenue à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on observe qu'une partie, parce qu'au cours de son trajet vers la Terre, il change de nature, et ces détecteurs qu'on sait faire ne détectent qu'une sorte de neutrino. Donc tous ceux qui ont changé en autre chose, eh bien, on ne les détecte pas. Et donc là, on retrouve bien le bon nombre de ce qu'on doit observer. Et donc on comprend là encore la physique solaire grâce à un phénomène purement quantique qui a valu un prix Nobel il n'y a pas longtemps sur l'oscillation des neutrinos. Et puis toujours dans les étoiles, vous avez des étoiles particulières. Alors ce qu'on regarde, c'est pas la grosse, là, ça c'est Sirius. Il y a une petite chose à côté. Ça s'appelle une naine blanche. C'est un cadavre d'étoile. C'est une étoile morte dont le cœur s'est ratatiné, mais alors ratatiné un maximum, sur lui-même, c'est-à-dire qu'un centimètre cube de sa matière, ça pèse le poids d'un Smirnoff. Donc c'est très lourd, très dense. Parce que là-dedans, la matière est comprimée le plus qu'on peut. C'est-à-dire les atomes sont vraiment rangés de la manière la plus compacte possible. Et qui s'explique là encore de manière quantique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrabouiller la matière indéfiniment. Il y a un moment où ça s'arrête. Il y a une pression, qu'on appelle pression de dégénérescence. Ça a été montré par M. Paoli, ici, Wolfgang Paoli, qui dit qu'en fait, vous ne pouvez pas amener toutes les particules dans l'état d'énergie le plus bas possible. Il faut qu'elles s'empilent d'une certaine façon. Donc il y a une limite à la compaction. Et donc votre étoile, on peut même expliquer exactement sa taille grâce à la théorie quantique de Pauli. Là aussi, je vais un peu vite, mais bon, c'est juste pour vous dire. Voilà, il y a une théorie sur la façon dont on va ranger la matière élaborée par Pauli qui peut expliquer la taille des naines blanches. Et même l'expliquer très bien, parce que ça va expliquer aussi qu'il y a une limite. Car une naine blanche, elle ne peut pas être plus grosse qu'une certaine masse, qui est 1,44 fois la masse du Soleil. Ça a été démontré par Chandrasekhar, qui est un physicien indien. Il l'a montré, c'est un calcul quantique qui montre qu'on ne peut pas dépasser ça. Alors quand vous avez par exemple une petite naine blanche là, qui tourne autour d'une grosse étoile et qui lui boulotte un peu de sa matière, qui tombe dessus, ben, le jour où on atteint 1,44 masse solaire, ça devient instable, c'est plus possible, et boum, tout explose.
et ça crée une énorme explosion qu'on appelle une supernova de type 1A. Vous en voyez une ici dans cette galaxie, ça brille autant que le noyau de la galaxie. Donc c'est une explosion gigantesque qui s'explique de manière quantique, mais qu'on peut voir à des distances faramineuses. Et ce qui est génial, c'est que ça se produit uniquement à cette masse-là, pile. Donc on connaît exactement l'énergie émise quand ça explose. C'est extrêmement précis. Et donc, si on connaît l'énergie émise et qu'on mesure l'énergie reçue, eh ben on va savoir la distance de cet objet. Et du coup, ici, c'est cette masse de champ Grasse-Écart obtenue par un calcul quantique qui permet de mesurer l'univers et de mesurer les distances cosmologiques. Donc ça aussi, c'est assez joli, je trouve. Et puis, on continue un petit peu dans les bizarreries. Il y a un autre scientifique que vous connaissez bien, on va le retrouver après, qui s'appelle Stephen Hawking, qui nous parle un peu du vide, ça va être juste après. Est-ce que vous avez vu une particule dans mécanique quantique, on ne sait jamais trop où elle est, enfin tout est un peu flou, et même le vide c'est flou. C'est-à-dire le vide, c'est pas vraiment vide en fait. Le vide ça fluctue, il y a des choses qui apparaissent dans le vide et qui disparaissent. Tout simplement parce que si vous regardez sur un certain temps, le vide, bah, son énergie, elle fluctue. Et l'énergie qui fluctue, ça peut créer de la matière. C'est le E égale mc2 d'Einstein. Et donc en permanence dans le vide quantique, il y a des particules qui apparaissent, puis qui disparaissent, sans arrêt. En fait, c'est une particule, et ce qu'on appelle une antiparticule, elle se crée, elle se rencontre, elle s'annihile, elle disparaissent. Alors ça paraît bizarre, d'énergie dans le vide, ça fait fantasmer beaucoup de gens, mais on ne vous chaufferez pas avec l'énergie du vide. Hein. Ça, si on vous raconte ça, on veut vous vendre un truc, n'achetez pas, c'est faux. C'est tout petit, mais ça a été montré quand même. Alors c'est un dispositif très pointu, on met deux plaques métalliques très très proches l'une de l'autre. Quand on met des plaques comme ça très proches, les particules, c'est des particules, mais c'est aussi une onde, on l'a dit. Et lorsque vous avez un espace réduit, vous n'avez pas droit à toutes les ondes possibles. Il n'y a qu'un nombre réduit d'ondes qui sont autorisées. Ce qui veut dire qu'entre les deux plaques, vous avez moins de particules du vide qui apparaissent qu'à l'extérieur. Comme il y en a plus à l'extérieur, ça va pousser les plaques et elles vont se rapprocher. Et ça a été mesuré. Ça s'appelle l'effet Casimir, et c'est tout à fait mesuré, ça correspond à ce qu'on pense. Alors Casimir, c'est pas lui, hein, en fait, c'est lui. C'est Hendrik Casimir qui est un scientifique hollandais. Qui donc a déterminé cet effet. Alors donc, le célèbre scientifique anglais Stephen Hawking, il a tiré parti de ça, parce que les scientifiques aiment bien s'amuser, il a dit, mais si on regardait le vide, mais pas juste le vide comme ça, le vide ferait un trou noir. Bon, pourquoi pas? Vous n'arrivez pas le matin de vous demander ce qui se passe dans le vide près d'un trou noir? Bah, Hawking, si. Et il s'est dit, bah, s'il y a des particules qui se créent comme ça par deux, tout près du trou noir, on peut en avoir une qui tombe dedans, puis tout ce qui tombe dans un trou noir, ça ne ressort pas. Et l'autre, elle peut partir. Oups. Elle peut partir, et donc elle va emporter un peu d'énergie du trou noir. Et donc ce serait un effet quantique qui marie le trou noir et le vide quantique, et qui amène à ce qu'il appelle la thermodynamique des trous noirs, donc c'est un peu compliqué, et qui montre qu'un trou noir peut s'évaporer en fait, il peut perdre un peu de masse petit à petit par des particules comme ça qui sont en haut, des demi-paires qui partent. Alors un gros trou noir, en fait, il faudrait des milliards de milliards d'années pour qu'il s'évapore, c'est un phénomène très faible, mais bon, physiquement, c'est assez intéressant aussi. Et c'est le début d'une espèce de mariage entre deux choses extrêmes qu'on va retrouver dans peu de temps. Et puis si on va à grande échelle dans l'univers, il y a aussi quelque chose dont on vous parle aussi, la fameuse matière noire, dark matter. Alors c'est un peu mystérieux. On s'est aperçu que quand on regardait une galaxie par exemple, donc on voit la matière qui est dedans, ce qu'on prend en photo ici, mais on peut aussi faire des calculs de la vitesse à laquelle circulent les étoiles dans cette galaxie, grâce aux lois de Newton tout simplement. Et quand on fait ça, on calcule la vitesse des astres autour de la galaxie,
qu'on compare à la quantité de matière qu'on observe, ça ne colle pas du tout. C'est-à-dire on s'aperçoit que pour avoir la vitesse qu'on observe sur les étoiles, en fonction de la distance de la galaxie, il faudrait beaucoup plus de matière, au moins 5 fois plus de matière que ce qu'on observe. Or ça, c'est très bizarre. Et donc, certains se sont dit, c'est simple, en fait, c'est qu'il y a plus de matière là-dedans que ce qu'on voit. Donc il y a une matière qu'on ne voit pas, c'est de la matière noire. Donc, les physiciens ne sont pas super inspirés pour les noms, mais bon, c'est de la matière noire. Alors on a pensé que ça pouvait être des astéroïdes, des comètes, des choses comme ça, mais en fait on arriverait à les voir. Donc c'est pas ça. Donc l'hypothèse actuelle, c'est qu'il y aurait, donc il y a 5 fois plus de matière noire que de matière normale, ce qu'ils appellent les WIMPs. Ce sont des particules massives qui interagissent très peu avec la matière. Donc ça serait des nouvelles particules qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans le modèle standard, et d'ailleurs c'est ce que les physiciens aimeraient bien trouver au CERN, et qui expliqueraient cette masse. Donc leur existence, youpi, mettrait en cause le modèle standard. Donc on les cherche activement au CERN pour l'instant, mais pour l'instant, il faut bien le dire, c'est infructueux. Alors il y a d'autres théories il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de matière noire, mais qu'il faut modifier la gravitation, il y a toutes sortes de théories. Mais ce qui est le plus en vogue comme ça, c'est quand même quelque chose de quantique, de chercher des particules nouvelles. D'ailleurs, la matière noire, on peut en faire des cartes ici, dans cet amas de galaxies. Il faudrait, pour expliquer le mouvement, toute cette matière noire qui est symbolisée en bleu. Et donc, ça va m'amener à la toute dernière partie, qui est, j'appelle vers l'unité, c'est-à-dire l'unité de la physique. L'idée des physiciens, c'est que quand on remonte le temps jusqu'au Big Bang, on a une énergie de plus en plus élevée. Et à une énergie de plus en plus élevée, les différentes forces, les différentes interactions vont petit à petit se confondre. On va aboutir à une espèce à la fois de soupe de matière, mais de soupe d'énergie où il n'y aurait plus qu'une seule interaction. Alors dans la nature, on a 4 interactions fondamentales, 4 forces qui expliquent la cohésion de la matière, etc. La gravitation, qui nous fait tenir au sol, l'électromagnétisme, qui explique les interactions entre les molécules, les atomes, et qui nous empêche de passer à travers le sol, d'ailleurs. C'est ça qui fait qu'on ne s'enfonce pas au centre de la Terre. C'est ça qui explique l'optique, l'électricité. La force forte qui explique pourquoi les particules tiennent ensemble dans les noyaux atomiques. Et la force faible qui explique la radioactivité. Et actuellement, on est à ces 4 forces ou interactions. Au départ, d'ailleurs, je vous avais dit, Maxwell, lui, on pensait qu'il y avait la force magnétique, les aimants, et la force électrique. Il avait déjà réuni les deux. C'est une première unification. Plus récemment, certains physiciens ont montré quelque chose, c'est qu'entre la force faible et la force électromagnétique, a priori, ça n'a pas l'air d'avoir de gros rapports, ils ont montré que c'était une seule et même chose. C'est 2 faces d'une même médaille, et à partir d'une certaine énergie, on n'arrive plus à distinguer les deux. Et cette théorie-là, qui est appelée électrofaible, qui a valu le prix Nobel à ces 3 personnes, elle marche très très bien. Elle est vérifiée. Donc c'est vrai, l'électromagnétisme et la force faible ne sont qu'une seule force, qu'une seule interaction. Et donc ça marche bien, et ça donne envie d'aller plus loin. C'est de réunir toutes les interactions. Alors, une petite parenthèse un peu spéculative. Il y a des collègues qui pensent, vous savez que dans les molécules du vivant, on a des acides aminés sur Terre, qui sont des molécules qui peuvent avoir une forme gauche et droite, un peu comme la main gauche et la main droite, sauf que dans le vivant, il n'y a que des acides aminés gauche. Et on ne sait pas exactement pourquoi le vivant sur Terre a choisi cette forme gauche. Alors peut-être qu'on trouvera des extraterrestres, qu'on n'est pas en droite, on ne sait pas encore, on n'a pas trouvé. Mais il y a certains physiciens qui pensent qu'il y a vraiment quelque chose là qui est lié à l'interaction électrofaible, parce que l'interaction électrofaible introduit en physique des particules une asymétrie gauche-droite, et qui pourrait se répercuter jusqu'aux molécules. Alors c'est très spéculatif, mais il y a des gens qui cherchent là-dessus. Et d'autres qui ne sont pas d'accord, mais bon, c'est une possibilité.
Au point d'interrogation. Alors après, si on veut réunir toutes les forces, bon, on a l'électrofaible, la nucléaire forte, il y a déjà des pistes pour la réunir avec les trois autres, bon, c'est pas abouti, mais c'est possible. Le gros problème, c'est la gravitation. La gravitation est une force complètement différente des autres. Déjà, vous voyez, elle est très faible, c'est-à-dire la force nucléaire qui maintient les noyaux entre eux, dans les atomes, si on dit que la force c'est 1, et ben l'interaction gravitationnelle c'est 10 puissance moins 39, c'est-à-dire 0,380 et 1. Donc c'est beaucoup plus faible, ça n'a rien à voir. Donc déjà c'est embêtant parce que c'est trop loin. Et puis surtout la théorie actuelle de la gravitation, c'est l'autre révolution de la physique d'il y a un siècle dont je vais pas parler aujourd'hui, qui est la relativité d'Einstein, et qui décrit la gravitation d'une manière géométrique, elle déforme l'espace-temps. Ça n'a rien à voir avec les descriptions quantiques des trois autres forces. Donc là on n'arrive pas bien à marier ça. Alors vous vous direz, mais pourquoi on veut marier ça? Après tout, laissons la gravité tranquille de son côté et le reste de l'autre. Ben non. Non, parce que les physiciens, ils aiment bien aller dans tous les coins extrêmes, et dans l'univers, il y a des choses bizarres. Vous avez des trous noirs, vous avez le Big Bang. Donc des moments où il y a de la matière dans un espace minuscule. Donc on atteint la taille d'une particule, mais on a des masses énormes, des masses d'étoiles, des masses de galaxies, qui sont dans des volumes minuscules. Donc des masses énormes, relativité d'Einstein, des espaces minuscules, mécanique quantique. Sauf que les deux ensemble, ça ne marche pas du tout, ça fait des choses bizarres. Je vous ai dit que la mécanique quantique était probabiliste, ben là on tombe sur des probabilités infinies, ce qui n'est pas possible, donc ça ne marche pas du tout. Et c'est là en fait qu'aujourd'hui la physique a des problèmes et ne marche pas. Et donc on cherche à aller plus loin. Alors il y a des théories, et c'est là qu'on rentre plus dans le spéculatif pour terminer. Il y a une théorie par exemple qui s'appelle théorie des cordes, qui est obligé de supposer que les particules, comme les électrons, c'est pas des particules, c'est des petites cordes, comme des petits élastiques, qui vont vibrer comme des notes de musique, et les différentes fréquences de vibration, c'est les différents types de particules. Et puis elles peuvent interagir entre elles, fusionner, se séparer. Donc c'est une théorie qui est énormément étudiée, développée. Alors il y a des petits inconvénients. Il faut supposer, pour que ça marche bien, que l'univers n'a pas 4 dimensions, espace plus temps, mais on aurait 10. Ah, bon. Pour les mathématiciens, c'est pas trop un problème. D'ailleurs, les 6 dimensions en plus, on va les enrouler à toute petite échelle dans des trucs bizarres comme ça. Et puis on les verra pas parce que c'est une échelle tellement petite qu'on les verra pas. Mais bon, c'est compliqué. Et puis surtout, il y a plein de versions de cette théorie. Y compris des versions qui supposent qu'il n'y a pas que des cordes, mais il y a des membranes, ce qu'on appelle des branes, des choses de plus grande dimension. Et il y a des tas de théories. Alors vous direz ce soir, vous foncerez sur Wikipédia pour savoir ce qu'est la théorie hétérotique 8 x 8, parce que je pense que ça va vous manquer. Mais il y a plein de théories différentes. Et ce que certains pensent, c'est qu'en fait, si on rajoute encore une dimension de plus, une 11e, ben on pourrait peut-être réunir toutes ces théories en une seule, qu'on appelle théorie M, qui est la théorie mystère. M, qui n'est pas encore au point. Alors tout ça, c'est beaucoup de développement mathématique, c'est pas abouti parce que ça n'a pas abouti à des choses prédictibles qu'on pourrait observer, parce que les énergies en jeu sont trop grandes. Il y a d'ailleurs une théorie concurrente qui s'appelle gravité quantique à boucle. Alors vous voyez, à chaque fois, tout ça c'est quantique, c'est-à-dire on pourrait imaginer autre chose, que ça serait la théorie quantique qu'il faudrait remettre en cause, mais actuellement les physiciens ils essaient plutôt un petit peu de faire rentrer aux choses-pieds quand même la gravité dans le monde quantique. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc ici, ces deux personnages-là sont les acteurs principaux, mais il y en a plein d'autres, d'une théorie qu'on appelle gravité quantique à boucle. Alors eux, ils vont plus loin, c'est qu'ils vont supposer que c'est l'espace même, l'espace-temps qui est quantifié. C'est-à-dire, l'espace n'est pas continu. Si on pouvait zoomer sur l'espace, on aboutirait à un petit morceau d'espace le plus petit possible et on ne pourrait pas être plus petit. Ce seraient des quantas d'espace, qui seraient des espèces de boucles, et donc, enfin d'intersections entre boucles, c'est un peu compliqué. Ça fait un réseau avec des petits espaces qui seraient ces quantas d'espace.
C'est amusant parce qu'on revient un peu aux atomes de Démocrite qui voyait l'univers lui-même avec une structure comme ça, au plus petit possible dans sa structure. Donc on revient un peu à Démocrite du coup, ici. Et puis, alors certains vont plus loin, donc j'aime bien ça, bon, c'est vraiment de la science-fiction ici, puisqu'on a dit que le vide fluctue, d'accord, le vide, il se crée des choses qui disparaissent. Alors certains pensent que le début de l'univers, c'est carrément à très haute énergie, une fluctuation du vide, qui a, pof, d'un coup, l'univers apparaît comme ça, il fluctue. Et il peut même en apparaître plein tout le temps. Donc ça fait des multi-univers, des multivers, qui viennent de fluctuations quantiques. Alors il n'y a aucun moyen de vérifier ça, c'est totalement spéculatif, mais ça apparaît dans certaines théories, en particulier développées par André Linde ou Alan Guth. Donc ils ont des choses bizarres, des champs scalaires, des inflatons, tout ça c'est quantique. Mais ça nous ramène aussi, il permet de dire ça, à Démocrite. Il pensait lui qu'il y avait un univers quantifié et en plus plein d'univers. Il parlait déjà de multivers finalement, même si c'était pas ce mot-là. Donc on est parti de Démocrite et on revient sur Démocrite. Alors juste pour finir, alors deux choses. Vous pourrez conseiller plein de livres. Moi j'aime bien ces deux-là. C'est les deux théories concurrentes. Ça c'est Brian Greene qui est un des tenants de la théorie des cordes. Mais surtout dans ce livre, il explique extrêmement bien la relativité et la mécanique quantique. Après, dans la deuxième partie, il part plus dans le décor avec la théorie des cordes, parce que c'est un peu compliqué, mais en même temps c'est passionnant de voir comment ils réfléchissent et c'est très intéressant. Donc l'univers élément qui a déjà quelques années. Et puis un livre plus récent de Carlo Rovelli sur la gravité quantique à boucle avec un titre un peu provocateur, si le temps n'existait pas, parce qu'au niveau fondamental des équations de la gravité quantique à boucle, il n'y a plus de temps. Donc c'est bizarre. Mais voilà. Alors, on termine par... on revient dans l'univers, une image de la Voie lactée avec la nébuleuse North America ici. Alors, on ne voit pas très bien les couleurs, mais il y a du rouge. Ici, vous avez du rouge dû à l'émission quantique de l'hydrogène, de l'atome d'hydrogène. Donc ça s'explique par les niveaux quantiques de l'atome d'hydrogène. Vous avez plein d'étoiles qui brillent grâce à l'effet tunnel, donc un effet quantique. Et tout ça, c'est immense, c'est l'astrophysique, mais il y a plein de quantiques dedans. Alors, ce que vous avez compris aussi, c'est que le problème actuellement, ça reste la gravitation. Et je ne suis pas sûr que le collègue nous l'expliquera, mais il y a un problème avec la gravitation, qui fera toujours rigoler vite. Alors, je remercie tous les personnages qui sont apparus dans cette histoire. Il en manque, on pourra en citer plein d'autres. Et puis surtout, vous pour votre présence et votre attention. Merci.